Mais bref, on avance. Troisième joueur du jour, on peut aller sur DeAndre Ayton, si tu veux bien. Ayton, le petit topo, 32 minutes par match sur 55 matchs cette année en NBA. Quoique, il était à Portland. 101 de true shooting plus, donc à peine plus 1% d'efficacité relatif à la moyenne. On va en reparler. Il est au niveau moyen de NBA, mais on va en rediscuter. Sur un usage de 21% selon Basketball Reference, donc un usage assez modeste pour le coup, pas non plus un énorme volume. Et c'est vrai que pour te lancer, très simplement, on est sur une saison de déception, et même peut-être la pire de sa carrière. Oui. Oui, je pense. Alors en fait, il y a eu un peu deux parties à sa saison. Il y a eu une très grande partie assez nulle. En gros, 3 bons quarts. Et puis il s'est réveillé dans les 20 derniers matchs où il doit tourner à 20 points, 11 rebonds, non, je crois, quelque chose comme ça. Mais quelle valeur faut accorder à ça? Ouais. Je suis pas sûr qu'il faille en accorder une grosse, parce qu'on sait historiquement que les joueurs comme ça qui pendant 20 matchs à la fin de la saison, quand il n'y a plus trop d'enjeux dans une équipe qui tank et qui font des grosses stats, c'est rarement très révélateur. Je me rappelle très bien de la fin de saison rookie de Gorgui Dieng, où d'un coup il fait 18 points, 14 rebonds et tout pendant 15 matchs avec le Minnesota. Moi, dans cette veine, j'avais aussi le mois de avril 2013 complètement fou de Tobias Harris à Orlando aussi. On a vu que ça a donné de très grandes choses. Et donc je suis pas sûr qu'il faille en accorder beaucoup de crédit à ça. Bon, alors il s'est un peu réveillé, c'est toujours ça, mais c'est vrai que c'est une saison complètement endormie, quoi. Il y a quand même son point par tir qui baisse de manière incroyable, quoi, de 6 points, c'est énorme. Et puis par ailleurs, tous les défauts qui ont été relevés depuis longtemps chez Ayton, c'est-à-dire une forme de passivité, une absence de passing et tout ça, étaient encore plus présents cette année. Juste une stat, par exemple, il est la stat qui s'appelle, alors bon, c'est un peu du jargon, quoi, c'est ce qu'on appelle le shooting fall percentage, c'est-à-dire le nombre, je sais jamais l'expliquer, Les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Voilà, c'est ça, le pourcentage de tentatives de tir sur lesquelles il y a faute sur lui. Bon. Ouais. Il est à 5,1%, ce qui pour les pivots est parmi les pires, quoi. Je crois que c'est le 11e percentile. Il va toujours pas au cercle, alors qu'il a tous les atouts physiques. Il prend de plus en plus de tirs mi-distance, où il est plutôt efficace, mais disons qu'il y a une forme d'augmentation de sa passivité, comme si il ne faisait que être plus passif depuis qu'il est arrivé en NBA. Et alors que, bon, les 2-3 premières saisons, on en avait déjà parlé ensemble, il y avait des choses agaçantes, mais il y avait des choses aussi intéressantes, prometteuses. C'est comme si les choses intéressantes et prometteuses peu à peu s'effritaient, et qu'il ne restait que le côté très agaçant d'un joueur qui donne l'impression j'aime pas utiliser cette expression, mais de pas être motivé, de pas avoir envie. Alors bon, je sais pas, est-ce que c'est le contexte sportif qui fait ça, mais en tout cas, ça aide pas son image et ça aide pas sa réputation, quoi. Et bon, c'est bien beau de se réveiller dans les 20 derniers matchs, mais bon, en tout cas, je prendrais pas comme un vote de confiance le fait que les Blazers aient drafté si haut Donovan Clingan pile à son poste, quoi. Exactement. Ça c'est un peu mais c'est ça qui est un peu bizarre. Mais alors juste avant ça, t'as parlé du shooting foul percentage, donc les provocations de faute. On sait que c'est sa faiblesse depuis toujours, mais si je peux me permettre de reformuler encore plus sensationnel, Rafa. J'ai compté, tu sais, il y a des sites de highlight et tout où tu demandes donne-moi tous les tirs, donne-moi tous les paniers, etc. Et j'ai compté 40 fautes provoquées cette année. 40. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, 40 c'est quand même trop bas et tout. 40 en 1700 minutes, 40 fautes provoquées en 1700 minutes jouées cette saison. Et donc je suis allé voir, donc 5% de shooting foul percentage, on multiplie par le nombre de tirs. Non, effectivement, ça donne oui, on est sur 40, quoi. C'est dingue de se dire, il a passé 1700 minutes, presque 1800 sur le terrain, il a provoqué 40 fautes. Et surtout parce que c'est un pivot, en fait. Et qu'il est censé un peu jouer au panier, mais bon, bref, ça c'est un peu le Ayton de d'habitude, mais presque non, en fait. C'est encore pire que d'habitude. Et c'est là où je comprends pas trop. Alors pour moi, Ayton, c'est le grand malentendu. Voilà, depuis le début, tu faisais la draft comme moi à l'époque. Pour moi, c'est le grand malentendu. On l'a imaginé comme le pivot go-to guy. Pour ça qu'on a rationalisé pour dire non, mais finalement, ça peut être un go-to guy de post-up comme avant, etc. Alors qu'il lui manque plein de critères. Il lui manque le passing, il lui manque le scoring sur post-up, un scoring un peu plus implacable. Il manque plein de trucs. Mais donc, mauvais casting de base. Et pourtant, il s'était un peu réinventé en role player génial, je trouve. C'est-à-dire que, tu en parlais d'efficacité, il est au niveau moyen de NBA cette année.
Alors que tu prends les années Chris Paul, il fait du plus 14%, plus 16%, plus 6% même encore l'an dernier. Parce que bon, Chris Paul est un peu moins bon, donc lui aussi en profite moins, mais il y a un peu cet aspect où c'était devenu un défenseur top, et en plus finisseur top, peut-être un des meilleurs finisseurs purs de NBA sur tout ce qui est finition intérieure. Donc ouais, on s'était retransformé allez, on abandonne un peu les rêves de go-to-guy, et puis on repasse sur top role player de NBA, qui à mon avis peut aller gratter le top 40 NBA, hein, quand il est en forme, le côté défense intérieure plus finition d'élite. Et sauf que depuis, je crois qu'on avait parlé ensemble, hein, c'est quand tu as sa free agency, on avait fait un podcast où on avait un peu refait son profil, etc. Et en fait, il veut se barrer de Phoenix parce qu'il veut des responsabilités. Il re-signe à Phoenix parce que Phoenix s'aligne. Il est pas content. Ça fait une année 2023 qui est pas top. Et là, le truc qui m'étonne, c'est que j'avais l'impression, et c'est un peu le bruit qu'on avait, c'est que Portland était allé le chercher. Donc je m'étais dit, bon, ben c'est Mike Schmitz, qui est ancien scout de Draft Express, pardon, qu'il aimait bien, il va pouvoir le relancer, etc. Et presque ma déception, c'est même pas tant que ça sur la production, c'est aussi sur le volume, quoi. En fait, on n'a même pas eu un volume plus gros que d'habitude. Donc même ça m'étonne, en fait. Je m'attendais à, tu vois, le cas classique de, bon, bah allez, il va prendre beaucoup de tirs, il va y avoir beaucoup de déchets, ça va pas être efficace, mais il va être testé en go-to-guy. Et en fait, même ça, on l'a même pas eu, quoi. Oui, exactement. C'est vrai que tout le monde disait c'est un super coup qu'ils ont fait, il sera dans une situation où il sera première option. Mais le malentendu, c'est qu'il peut pas être première option. Ou qu'il veut pas, je sais pas. C'est au contraire, presque. C'est en role player, quand il est très cadré, visiblement, que ça marche mieux. Mais tous les indicateurs de manque d'envie, je sais pas comment faut dire ça, mais aller dans ce sens-là. Et là, c'est la confirmation éclatante, quoi. Que il lui faut un contexte. Mais en même temps, on dit ça, il lui faut un contexte où il est motivé, où il est encadré. Mais à Phoenix, ça s'est mal passé à la fin. Donc, moi, je trouve presque que ça ressemble à une saison qui dit sa carrière à NBA va pas durer beaucoup. Et moi, j'en suis presque là avec lui, à me dire dans 3-4 ans, DeAndre Ayton, il est sur des contrats minimum et on s'aperçoit que ça marche pas. Bah, j'espère pas, parce que la version qu'on a eue à Phoenix, elle était assez intéressante, mais je te rejoins que il y a un peu cette différence entre le rôle dans lequel il est bon, c'est-à-dire role player, finalement, un role player de très bon niveau, hein, pour le coup, mais tout de même répertoire limité, mais lui veut plus. Je pense qu'il veut plus, il a son statut, il veut plus. En même temps, il veut plus, et là, cette année, il l'a pas fait non plus, quoi, tu vois. C'est donc ça qui est un peu paradoxal. Et même la chute d'efficacité, on peut se dire, ouais, mais parce que du coup, il jouait avec Chris Paul, donc il avait que des dunks, alors que là, cette année, il doit créer beaucoup plus. Bah, pas tant que ça, hein. Tu regardes le pourcentage de paniers assistés, on est encore à 75% de paniers assistés. Donc voilà, à Phoenix, on était autour des 80. Donc voilà, on n'est pas passé sur un mec qui d'un coup passe de 80%, allez, 50% à peine de paniers assistés, beaucoup plus créateur. Non, pas tant que ça, c'est juste une année amorphe, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce qui s'est passé, pas efficace, mais en même temps pas non plus beaucoup de création. Tu prends ses post-up, il en fait 2,5 par match de post-up cette année. Il a la deuxième pire efficacité de toute la NBA en termes de post-up. Il est au niveau de Sabonis et de Wembanyama, à égalité avec Wembanyama. C'est le deuxième pire à égalité avec Wemby en termes d'efficacité sur post-up, quoi. Donc c'est quand même assez mauvais. On n'a pas du tout cet aspect de création. Les lancers francs, on a déjà parlé. Ce qui fait de bien, c'est les longs 2. Les longs tirs à 2 points, il est à 50%. Mais c'est toujours un peu dommage parce que c'est le genre de pick and pop où on se dirait ce serait tellement bien que ce soit à 3 points. C'était un peu le rêve d'ailleurs à la draft. Et sauf qu'on l'a pas, quoi. Le tir ne s'étend pas jusqu'aux 3 points. On a que des longs 2. Bon, ok. Et surtout, donc on a parlé que de l'attaque, mais même la défense, je trouve que bon, c'est toujours difficile de juger dans ce contexte-là, mais on n'a pas du tout le bon défenseur qu'on a eu à son prime, malheureusement. On parle de prime hein, déjà, alors qu'il a que 25 ans, mais à son paroxysme, comme on a eu en 2021-2022 à Phoenix, où on avait un vrai bon défenseur très complet, notamment plutôt très bon en protection de panier, mais aussi relativement mobile dans le périmètre, les pick and roll, etc. Je trouve qu'on a perdu ça totalement aussi, quoi. Mais malgré et modulo le contexte de Portland qui est pas bon, mais même lui, ses performances est pas top. Et tu vois, indicateur comme un autre, mais à quel point est-ce qu'il inflige une perte d'efficacité au panier? Il est à peine à moins 1% de perte d'efficacité infligée au panier aux adversaires sous le panier quand lui est sous le panier. Donc en gros, pas énorme, hein, alors que l'an dernier, il était à moins 3. Donc déjà un peu mieux. L'année d'avant, en 2022, il était à moins 6. 2021, quasiment moins 7% de perte d'efficacité infligée au panier. Voilà, on avait affaire à un vrai bon défenseur impactant au panier, en protection de panier. Là, on a un peu tout perdu, quoi. Donc je sais pas trop quoi en faire et je peux te proposer qu'on aille vers le classement. Où est-ce qu'on va? Et moi, enfin, à mon sens, on va en dehors du top 100, mais bon, moi je le mettrai en dernier. Je crois que je suis d'accord.
Je crois que je suis d'accord. On peut le mettre à côté de Wendell Carter Jr. Et je pense qu'on le swappera avec quelqu'un d'autre qui va rentrer à sa place. Je suis d'accord. Après, c'est pas cata, tu vois. C'est pas genre large inefficacité sur un gros volume, donc il fait perdre beaucoup de points. Mais c'est juste que c'est neutre, en fait. C'est neutre. Et comme il n'y a plus la défense intérieure, qui pour moi, c'est ce qui lui faisait gagner des points, bah ouais, je suis d'accord qu'il n'y a pas tant de valeur ajoutée, quoi. C'est la valeur neutre par excellence, j'ai l'impression, et donc bah, c'est bien. Enfin, c'est pas cata en NBA, mais pour un top 100, bah oui, c'est tout en bas, quoi. En top 100, il n'y a que des valeurs positives, a priori, quoi. Ouais. On est d'accord. Donc on le met tout en bas. Ok, pas plus de à dire là-dessus. Ok, et bien finissons. Pardon, je me marre tout seul de mes blagues. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai préparé la fiche il y a longtemps, donc j'ai oublié, mais maintenant je me remémore. On est le 14 novembre, petit quiz pour terminer, petit trivia. 14 novembre 2023, on se remémore des actions marquantes de la saison. J'ai pris une action où il arrivait à provoquer une faute cette saison. Une action où il provoque une faute contre Utah sur un tir. J'ai dit, il y en a que 40 cette année. Je me suis dit, je vais le faire à Rafa. On est contre le Utah Jazz, il arrive à provoquer une faute pendant une tentative de tir. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette provocation de faute contre le Jazz le 14 novembre dernier? C'est tellement triste comme intitulé. Alors, le 14 novembre contre Utah. Oula. Si j'avais pu, j'aurais pris des poster dunks, j'aurais pris des blocs, j'aurais pris des buzzer beaters, mais il n'y a pas de ça. Donc j'ai pris, allez, prenons une provocation de faute. Alors, donc il doit y avoir Markkanen. Oui. Sexton. Oui. George. Keyonte George. Exactement. Kessler. Non, pas Kessler. John Collins. Oui. Ah, mais d'ailleurs, non. Oui, il y a John Collins, mais il n'y a pas Sexton. J'ai confondu sur ma fiche, quoi. Je croyais que c'était Collins. En fait, c'est Collins. Excuse-moi. Donc, oui. Laurie Markkanen, John Collins, Keyonte George, il te manque deux. Dans le backcourt, si je te dis micro-ondes, à quoi tu penses? Scoreur micro-ondes. Clarkson. Exactement, Jordan Clarkson. Et il manque un dernier qu'on a déjà cité aujourd'hui. Ah bon? Qu'on a déjà cité à Toronto, mais qui a commencé la saison au Jazz, justement. Avec Baji. Exactement. Ochai Agbaji est sur le terrain. Et côté Portland aussi, on va s'amuser. Alors, côté Portland, Scoot Anderson. Oui, tout à fait. Okay. Brogdon. Non, peut-être qu'il... Brogdon n'est pas sur le terrain. Blessé. Sharp. Mais il était non, blessé pas aussi. sur le terrain. Toumani Camara. Exactement. Le Belge Toumani Camara est sur le terrain. D'accord, je découvre qu'il est belge, je ne le savais pas. Ah oui. Jeremy Grant. Non, il nous reste un impressionniste. Impressionniste. Un peintre impressionniste. Michael Monet. Qui a joué aux Sixers avant, drafté par les Sixers. La fac de Washington, défenseur d'élite. Ah, Matisse Thybulle. Okay. Exactement, Matisse Thybulle. Et puis le dernier, je pense pas que tu l'auras. Je sais même pas comment te le faire deviner. C'était non, Jamari Bouillea. Est-ce que tu l'avais ou pas? Ah non, je l'avais pas, non. Et je l'ai toujours pas d'ailleurs. D'ailleurs, moi non plus, je l'ai toujours pas, mais voilà. Voilà qui est sur le terrain au moment de cette action hyper sexy où D'Andre Ayton arrive à provoquer une faute.